Le chêne roux. Échevelé, le chêne s'étire dans le noroît et lance son ombre sur le champ jauni, m'accueille à branches ouvertes, comme le petit enfant qu'il fut alors qu'il était maigrelet, petit fouet sur le bord de ma jeunesse agile. Ses feuilles roussies flottent au-dessus de ma tête grise, son écorce de bronze noircie, musclée comme un étalon sur le point de détaler, m'aperçoit de loin et de haut, ce bonze qui marque le temps de ma vie, au même endroit, tous les matins, en silence, s'ébroue dans le vent. Bonjour à vous. Je vous invite de nouveau à notre émission Mosaïque à la Maison Félix Leclerc. Aujourd'hui, on accueille une poétesse, une autrice. Alors, je vous présente Julie Debelle. Julie Debelle, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. À part de la température dehors qui est assez, désirée. Aujourd'hui, on est gâtés. La nature se fait sentir un peu plus fortement. Tout à fait. Voilà. Elle s'exprime. Oui, c'est ça. Puis Elle fait de la poésie. On est habitué à ça, là. On en a vu d'autres. On est là. Ça ne nous a pas arrêté. Tout à fait. Alors, Julie, comme moi, j'aime vraiment que les gens qui viennent ici, là, les créateurs, puis les gens inspirés par la culture, nous parlent un petit peu d'où ils viennent, de leur passé, de leur milieu familial, qu'est-ce qui les a amenés à écrire. À écrire ou à peindre, ou à créer. Tout à fait. À créer. Alors, toi, tu es originaire d'où? Moi, je suis née en Ontario. Je suis née à Ottawa parce qu'à l'époque, mon père travaillait pour le musée de l'Homme qui est devenu le musée de la civilisation. Parce que magnifique musée aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il était à l'époque, mais... il était peut-être un petit peu à ses débuts, là, si on veut. Ouais. Alors donc, je suis née à Ottawa. Après ça, il a été transféré à Montréal et ma mère aussi. Donc, j'ai grandi sur Côte-des-Neiges, sur la rue Linton. Okay. Et ensuite, Les blocs appartements rouges, là? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui. Moi, je jouais dans la ruelle là, avec les enfants du voisin, puis on allait grimper dans les arbres du médecin qui habitait juste de l'autre côté de la clôture, dans la grosse maison de pierre, là. Puis nous, on lui volait toutes ces petites pommes, puis on était des petits garnements. Ouais. Alors moi, enfant, j'étais vraiment comme un garçon, tu sais, maigrelette, les dents, puis je faisais tous les 400 coups avec tous les copains du coin, là. Alors, tout à fait. Alors, puis par la suite, il y a eu un héritage. Mon père a hérité de la maison de son père à lui, dans le West Island. Et donc, on est déménagé. À l'époque, une des rares familles francophones dans un bain anglo. Alors, c'était... Vous étiez pratiquement habitué à venir d'Ottawa? Moi, oui, parce qu'en fait, quand j'ai grandi, ma gardienne ne parlait qu'anglais, mes parents me parlaient en français, ce qui fait que j'ai appris les deux langues simultanément, parce que moi, je répondais en anglais au début à mes parents. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près, je leur répondais uniquement en anglais, mais je comprenais tout ce qu'ils me disaient en français. Puis par la suite, quand j'ai commencé à baragouiner le français, là, j'ai bégayé. Tu baragouines fort bien. Ah, merci. Mais j'ai bégayé pendant plusieurs années, tu sais, parce qu'il y avait des choses qui devaient se replacer, je suppose, au niveau... Pas en anglais, juste en français? Je bégayais dans les deux langues. OK. À cause de la difficulté de trouver le bon terme, là? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les sons, on trébuche sur les sons, etc., là, tu sais. Alors, puis après ça, ça s'est replacé. Puis, effectivement, j'ai toujours été très forte en langue. Comme il y avait beaucoup de livres dans la maison et que j'ai appris à lire très, très jeune et très rapidement, c'est sûr que je suis tombée en amour avec la littérature. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'imitais ce que je lisais, finalement. À 6 ans, j'écrivais déjà des histoires. Ah, mais qu'est-ce que tu lisais? À partir de quel âge tu as commencé à lire? À lire, excuse-moi. Vers 6-7 ans, là, c'était genre les contes de fées, Cendrillon. Après ça, je suis passée à la bibliothèque Rose et là, il y a eu la comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie. Jeune adolescente, je suis tombée en amour avec la série Les signes de piste. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est en France. Moi, j'en ai lu des signes de piste. Je dévorais, j'étais en classe, mon livre de chimie était
ouvert, puis j'avais mon signe de piste dans le livre de chimie, puis là, je lisais le juge avait un fils. Ah, c'était merveilleux. Je vois que c'est pour ça que tu n'es pas en sciences, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Non, j'aime quand même les sciences, mais il y a des choses que je comprends pas. Je trouve ça un peu sec. Je trouve ça me fait pas vibrer autant que la littérature. Mais c'est intéressant. C'est un domaine très intéressant, mais ça prend une espèce d'esprit, je sais pas, qui est peut-être pas celui d'un artiste là, pour fréquenter. Je pense que c'est plus objectif. C'est pas... tu sais, comme en poésie, tu as beaucoup d'interprétations, tu as beaucoup de ressentis. Oui. Tu sais, tu peux pas, je pense, en science, en tout cas, faire une analyse puis dire, ben je ressens que... ça marcherait pas tellement. Hein? C'est pas dans leur langage. C'est ça. L'intuition est importante en science. Oui. Comme en art, mais tu peux pas... Le discours qui suit, il peut pas être le même. Non. Nous, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, puis on fait confiance à notre ressenti pour nous orienter dans la vie, tandis qu'en science, ils ont besoin de réalité dite objective. C'est ça, pas de métaphore en science. Non, pas tellement. Non. Ça ressemble à comme peut-être. Oui, OK. Alors, bon, c'est ça. Alors, tu dis que tu écrivais à 6 ans déjà? Oui, ben oui. Dès que j'ai commencé à lire, j'écrivais. Puis même, je me suis rendu compte vers l'âge de peut-être 6-7 ans, j'étais chez une copine, puis elle avait le Dr. Zeus, The Cat in the Hat. Oui. Puis j'ai pris le livre, puis je me suis rendu compte que je lisais en anglais aussi. Tu sais, j'avais comme... Donc, puis tu ne savais pas, mais la langue était... Non, puis j'ai pris son livre, puis là, j'étais comme, mais bon sang, je lis en anglais, alors... Tu sais, donc, c'est venu naturellement. Comme il y a des gens pour qui, je sais pas, moi, tu sais, nager, ça vient facilement. Moi, ça a été sur le tard. Tu sais, mais pour ce qui est des fonctions langagières, elles ont été développées rapidement et jeunes. Mais c'est drôle, hein? Tu parles de Dr. Zeus. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de rapport avec ton poème, mais il y a une poésie hein, dans ce... Dr. Zeus, oui. Ah, c'est incroyable. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une source d'inspiration, je pense, pour l'imaginaire poétique anglophone, en tout cas, certainement. Bien, puis aussi, c'est un outil d'enseignement parce que chez les Anglais, ils ont l'approche de langage global pour enseigner la langue aux enfants, la lecture et l'écriture, mais ils fonctionnent aussi par phonème. Nous, on a comme un petit peu, du côté francophone, laissé tomber l'approche par phonème, qui serait peut-être vraiment intéressante. Le b.a.-ba qu'on apprenait, nous, quand on était tout petit. Tout à fait. Lily, Léon, lit, blablabla. Oui. Alors, parce que dans les deux langues, l'anglais et le français sont les deux langues où on retrouve le plus de dyslexie. Et pourquoi? C'est à cause de la nature de la langue elle-même, parce qu'il y a une question de correspondance entre le son et le visuel. Alors, il y a des sons qu'on entend en anglais qu'on ne voit pas sur papier. Des F qui n'existent pas. La, où est-ce qu'il est? Le F, c'est GH. Bon, OK, la racine d'une langue germanique. En français, combien de visuels avons-nous pour représenter le son « est » Ah, ouais, c'est fou. Ah, yes, accent grave, accent circonflexe. Tu sais, ce qui fait que chez les apprenants de la langue, si on ne touche pas du tout au phonème, bien, ça retarde, je pense. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste, là, je ne veux pas faire semblant d'être une spécialiste, mais c'est drôle que tu parles de Dr. Zeus parce qu'il y a plusieurs années, j'ai écrit des contes pour enfants, genre Fable de La Fontaine, combiné avec le concept de Dr. Zeus. Alors, des contes... Ça doit être superbe. Ça a été publié? Pas du tout. Puis j'ai envoyé ça à un paquet d'éditeurs et ça a été la même réponse. Ceci ne correspond pas à notre lectorat. Alors, comme je connais personne en littérature pour enfants, j'ai laissé tomber. Magnifique. Puis j'ai même fait un CD. OK. Avec ma voix, puis un musicien derrière qui fait comme une petite musique très, très simple, là, à la japonaise. Que tu as vendu dans des événements? J'ai vendu pour 5 $ dans des événements, là, en attendant de faire autre chose avec. J'avais même approché une illustratrice que j'ai perdu de vue, là, elle s'appelle Capra. Une artiste de la région qui fait... Moi, je suis tombée en amour avec son art. Mais elle faisait très beau. Oui, elle habite plus la région, elle était à Saint-Zotique. Ah, OK, d'accord. C'est ça, oui. Puis on s'était entendu que si je trouvais un éditeur, c'est elle qui illustrerait mes contes, mais je n'ai jamais trouvé qui que ce soit. Alors voilà, c'est en suspens sur une tablette quelque part. Je fais de la pub. J'ai des comptes à vendre! Non, mais c'est bien que les artistes parlent de tout ce qu'ils ont comme ça dans leur bagage, puis qui n'a peut-être pas fleuri comme il aurait fallu que ça soit. L'accueil de la société. Puis ça change aussi. Peut-être que tu le proposerais aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait plus d'ouverture. Peut-être, mais je t'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Non. Tu sais, la fille, il y en a marre, là, de pousser dans une direction. Moi, j'ai plus envie d'aller à la chasse, là. Non.
Alors bon, on poursuit un petit peu là, sur ton trajet. Donc, tu écrivais à 6 ans, je comprends, mais pour toi, tu écrivais juste des petites histoires. Oui. OK. Puis après ça, dans tes études, parce que ta poésie a quelque chose de l'oralité. Tout à fait. Puis moi, je te connais, je t'ai vu en performance à quelques occasions, puis tu as de la théâtralité ici. Bien, j'ai fait beaucoup de théâtre, il faut dire. Puis j'ai été professeur d'art dramatique longtemps aussi. Je suis devenue professeur d'anglais langue seconde plus tard. Tu sais, comme mon diplôme est en anglais langue seconde. Tout ça, oui, OK. Allons-y sur le théâtre. Alors, sur le théâtre. Okay. Donc, j'ai fait, parce que l'autre chose aussi, c'est que mon père trempait là-dedans. Alors, tout ce qui se faisait au Jésus, au Rideau Vert, etc., moi, je voyais toutes ces pièces de théâtre-là, le Chemin du Roi. Moi, il m'amenait moi. OK. Tout à fait. Okay. Ma sœur n'a pas eu le même parcours, là, tu sais. Okay. Alors, donc, j'étais dans les coulisses, je voyais les décors, etc. Alors, au secondaire, j'ai parti une troupe de théâtre. Ah, tout à fait. Ouais. Wow. Donc, je pars une troupe de théâtre au secondaire. Oui. J'ai une copine qui m'approche, qui me demande de lui écrire pour elle une pièce de théâtre. Alors, je lui écris une pièce de théâtre. Et puis voilà, pendant 3 ans, on a été financés par l'école secondaire où on allait, là, dans le West Island. Même quand on a quitté le secondaire puis qu'on est rentré au cégep, l'école était d'accord pour continuer à subventionner le coût des décors, des costumes, etc. Tant que c'était toi qui écrivais les pièces? Non, tant il y a aussi longtemps qu'on prenait des étudiants de l'école. Ah, OK. Ben qu'on embarquait des étudiants dans la troupe de l'école, ce qui allait très, très bien. C'était pas un problème, tu sais. Alors, donc, ça, c'était à l'école secondaire. T'as fait ça tes dernières années du secondaire, puis un petit peu après? Puis le cégep, oui. Puis le cégep. Alors, donc, pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'on se fasse voler la petite caisse, la 3e année. Parce que l'idée, c'était que, en autant qu'on soit pas dans le rouge. Autrement dit, on pouvait rembourser les sous, ou en tout cas ne pas en demander plus. À ce moment-là, on était correct. Et la dernière année, quelqu'un nous a volé la petite caisse à un moment donné pendant une des performances. Alors, j'étais à court de 125 là, si je me rappelle bien, ou 127 et quelques. Et puis là, c'est là que un des directeurs de l'école a dit, je pense qu'on va arrêter ça, là, tu sais. Puis aussi, j'avoue que beaucoup de jeunes qui étaient avec moi, qui m'accotaient, mes amis, parce qu'on payait personne, là. On faisait ça bénévolement, gratuitement, avec plaisir. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas, tu sais, fait que les gens n'étaient pas branchés. Fait que quand le jeune n'est pas branché, il veut faire de quoi? Parce qu'il n'y a rien qui tue l'homme plus que l'ennui. Oui. C'est ça, tout à fait. C'est bien, ça. Oui. Alors donc, il était aussi un petit peu tanné, là, parce que j'avoue que j'avais ça le caractère. Pour mener une trentaine d'étudiants, là, j'avais du ça caractère. Là, l'autre qualificatif, ça dépend des personnes, sans doute. Comment ils reçoivent. Bon, en tout cas, tu te connais. J'étais pas mal boss des bécosses au secondaire quand j'ai commencé à faire les pièces de théâtre. OK. Bon, c'est toi qui le dis. Puis, donc, tu écrivais des petites histoires, tu as écrit des pièces de théâtre, tu en as dirigé, tu as joué dans tes pièces aussi. Tu as peint des décors aussi? Non. En fait, ça, j'avoue que mon père, il a prêté main forte à peu près. C'est lui qui les a construits, les décors, parce qu'il avait baigné là-dedans aussi jeune. Et il faisait des choses extraordinaires. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'à l'extrême, il s'impliquait à tel point que par moment, il m'interdisait des choses. Je faisais, wow, minute, là, c'est passé ma pièce. Alors, évidemment, ça faisait des flamèches, puis on y reviendra. Des tempéraments forts qui s'entrechoquaient. Mettons que le film Crazy, là, ça se rapproche, mais pas. Mais on est encore plus. C'était houleux. C'était le poème de Jacques Prévert, là, tu sais. La chasse à la baleine. Voilà. Ah, tu connais oui. Non, tu vas le réciter? Non, je ne le sais pas par cœur, mais c'est parce que Prévert a été ma grande influence pour ce qui est de l'oralité de la poésie. C'est vraiment quand j'ai découvert Jacques Prévert que ça m'a donné le goût d'écrire de la poésie. OK. C'est parce que je voulais en arriver là, puis là, tu m'ouvres la porte. Puis c'est à quel moment, au cégep? Probablement cégep secondaire, là, tu sais, où j'ai peut-être mis la main sur un bouquin, tu sais, par hasard, parce que là, il y a tellement de choses qui se passent dans une vie, de toute façon. Tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent auxquelles on ne s'attend pas, puis ça change une vie. Oui.
Hein? Alors, Jacques Prévert, c'est vraiment lui, c'est sa poésie qui m'a donné le goût d'en faire. Puis après ça, j'ai découvert le spoken word du côté anglophone avec des gars comme des années 60. Gil Scott-Heron qui faisait du slam politique aux États-Unis. Puis je m'étais acheté des CD. Et après ça, j'ai découvert un groupe de spoken word à Montréal. Alors, de fil en aiguille, j'ai développé mon genre en me basant sur des genres qui me plaisaient parce que j'ai adoré Nelly Gant, j'adore Félix Leclerc, mais j'avais toujours un peu de difficulté avec tout ce qui était rime. OK. Ça ne s'avérait pas nécessaire pour toi. C'est ça. Moi, la rime en chanson, c'est parfait. Oui. Mais quand c'est récité, je sais pas pourquoi, dans mon cas à moi, mais ça finissait par m'agacer. Mm-hmm. Tu sais, je faisais... passons à... Tu sais, je trouvais que... Je voulais que le rythme change. Je voulais que la sonorité change. Alors, c'est pour ça que j'ai été attirée par des gens comme Jacques Prévert. OK. C'est drôle. Tu me parlais, puis moi, je pensais à Laurie Anderson. Ah oui, je connais. Ben oui. Ah oui, extraordinaire. Elle, c'est la gang, tu sais, l'acide, là. Oh mon Dieu, comment il s'appelle? Timothy Leary. Oui, voilà. Timothy ça, c'est la gang ben de Tim Leary et compagnie. Moi, okay. Mais sauf que moi, j'appartiens pas à cette génération-là, par contre. Non. Je suis à la toute fin du baby-boom. Alors moi, tu sais, je découvre tout ça adulte. Oui. Parce qu'ils n'ont pas fait partie de ma vie adolescente. C'était déjà passé. Oui. Ben, de toute façon, ça a été comme des espèces de... je dirais de feu extraordinaire, mais ils sont toujours présents dans la culture américaine, mais pas aussi présents qu'ils l'ont été dans ces années-là. Puis chaque génération a comme ses influences. Moi, dans mon cas, je veux dire, j'étais la fille qui a vécu l'époque disco, là. Disco. Ouais, moi, j'étais la disco queen. Là. Ah ouais, on va danser le vendredi soir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, mais on s'en sort à un moment donné, mais on a tous des espèces de passes. Parce qu'à l'époque, il y avait un peu comme une espèce de dichotomie. Si t'étais disco, t'étais comme... Ils appelaient ça body tripper ou mind tripper. Là, t'étais un hippie. Là, c'est comme deux mondes un petit peu... C'est un peu ridicule, là. C'était l'époque. Puis moi, j'avais un peu les pieds un peu partout, là, tu sais. Ouais. Parce que je me tenais aussi avec les intellos, mais j'étais tombée en amour avec la disco pour la performance physique aussi, parce que je pouvais danser une soirée complète, là, parce que ça défoule, hein. Il y a des gens qui font de la boxe, moi, je dansais la disco. Oui, mais ça peut être pas mal exigeant. Mais, ouais, en tout cas, bon, il y avait bien des affaires dans les discothèques aussi, là. En tout cas, bon, oui, il y avait des gars. Oui, entre autres. Entre autres, OK. Bon. Oui. Est-ce que tu as rencontré ton mari en discothèque? Non. En fait, non, ça, c'est toute une histoire, mon mari, parce que j'ai pas eu des relations, j'ai eu plusieurs relations, mais jamais très, très fructueuses ou heureuses. D'abord, j'avais tendance à me prendre pour un sauveur. Je sortais avec des gars qui étaient soit des dealers, des drogués, puis moi, je voulais les sauver, puis c'était l'inverse qui se passait, là, si on veut. Ils t'entraînaient. C'est ça. Fait que vers l'âge de 27 ans, 28 ans, au moment où j'ai décidé de retourner aux études pour m'inscrire en enseignement, pour devenir prof, j'étais revenue de l'Alberta d'une relation qui avait vraiment mal tourné et je travaillais comme secrétaire. Tu sais, pour une compagnie allemande, et je m'emmerdais, mais pas à peu près. Puis je me souviens, je remplissais des enveloppes, je me disais, faut qu'il y ait une raison pour laquelle je tourne en rond puis que je suis encore ici. Bien, c'est parce que mon futur mari travaillait là. Ah. Et c'est au travail qu'on s'est rencontrés. Et pourquoi? Parce que tous les deux, on se rendait au travail en vélo. Regardons ça. OK. Parce que moi, j'ai toujours fait du vélo. Le vélo comme mode de rencontre. Tout à fait. Bien, parce qu'on se rendait au travail en vélo. On était les deux seuls dans la place qui, alors, par le vélo, jaser vélo. À un moment donné, il me suivait, il revenait à la maison avec moi. On arrêtait au marché, on s'achetait des légumes. Puis là, j'ai commencé à faire des sauces à spaghetti végétariennes. J'apprends qu'il est végétarien. Je dis, bien, moi aussi. J'ai mangé un spaghetti. Ah, bien, c'est génial. Et là, à un moment donné, on s'était raconté. Moi, j'avais dit que quand j'étais enfant, à l'âge de 3-4 ans, j'avais dit à mes parents, moi, un jour, je vais marier un blond aux yeux bleus qui fume la pipe et qui joue de l'harmonica. Tu sais, débile, là, comme vision. Puis c'est en plein ça? C'est parce que je dis ça à Philippe. Et puis, là, la fois d'après, quand il est venu me visiter, il a apporté son harmonica, il a apporté sa pipe. Puis je dis, mais non, mais vraiment, là, tu sais, les hindous pensent qu'il y a un destin, hein, que c'est prédestiné, que c'est décidé d'avance. Je t'avoue que jusqu'à ce moment-là, j'y croyais pas trop. Mais rendu là, j'ai fait, oh, il y a peut-être un fond de vérité, là. Il y a peut-être un fond de vérité. Ah, ben mon Dieu, c'est vraiment rigolo.
Ben, OK, alors, bon, on va parler de l'enseignement maintenant, parce que là, tu as décidé, ça, c'est en revenant au Québec, là? Oui, j'étais en Alberta, je suis revenue au Québec. Je m'étais inscrite pour faire un certificat d'enseignement, parce que j'avais déjà un bac en littérature anglaise. J'avais fait de la littérature anglaise pour pas, parce que j'avais lu beaucoup, beaucoup en français, ayant vécu là-dedans, et je voulais pas non plus me retrouver étudiante de mon père, si on veut. OK, parce que lui était c'est ça. Alors, c'est un prof à l'université, hein, je pense. Oui. Oui, tout à fait. Alors donc, j'ai fini un bac. C'était un combiné bac art dramatique et littérature anglaise parce que j'ai découvert tout ça te ressemble. Ça te ressemble, tout à fait. Et évidemment, j'ai découvert des choses extraordinaires du côté anglophone aussi au niveau de la littérature, de la poésie. Fait que là, j'ai la chance de me promener dans deux mondes. Tu sais, parce que quand j'écris, je fais pas de traduction. C'est soit un cerveau qui part ou l'autre qui part. Et je me souviens d'avoir entendu un poète arabe de Montréal, Ihab Latoyef, qui donnait une conférence sur le fait, parce que lui, il écrit et en arabe et en anglais, et quelqu'un dans la salle lui avait demandé à un moment donné, « Qu'est-ce qui fait que tu choisis une langue plutôt que l'autre quand tu écris? » Puis il a dit, « Je le sais pas. » Il dit, quand je pars le processus, c'est une langue ou l'autre, mais il n'y a pas de facteur décisif nécessairement. Et je dis, c'est intéressant parce qu'il demande... Le facteur décisif, c'est juste comment ça démarre. C'est ça, exact. Okay. Mais il n'y a pas, autrement dit, il disait... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, puis il n'y a pas de favoritisme. Il ne se sent pas plus à l'aise dans une langue que l'autre. Et c'est pareil pour moi avec l'anglais et le français. Fait que, exemple, quand j'étais en Chine, j'ai écrit toute ma poésie en anglais. Pourquoi? En fait, parce que je vivais en anglais. En Chine, il n'y a pas de francophone, là, tu sais, où j'étais. J'enseignais l'anglais. Donc, la langue... Puis je ne savais pas écrire en mandarin. Ben non. T'as enseigné en Chine? Oui, j'ai été 6 mois en Chine, oui, à Jiaxing, oui, pas loin de Shanghai. OK, wow! Oui. Puis l'expérience de la Chine, comment c'était pour toi? J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les Chinois. Beaucoup. Ils ont de la drive, pour commencer. C'est des gens qui travaillent très fort. Ouais. Et puis, comme moi, je suis hyper active... La compétition est forte dans cette société-là. Ils sont obligés d'en mettre beaucoup. Oui, elle est forte. Puis c'est sûr qu'il y a des désavantages à ce niveau-là, mais en même temps, il y a une volonté dans ce pays-là de donner de la job à tout le monde, de nourrir tout le monde, parce que c'est quand même un peuple qui revient de plusieurs famines. Hein? Ouais. Tu sais, l'histoire a montré que la vie dure, ils l'ont eu, pas à peu près. Là, alors, il y a vraiment une volonté de maintenir les choses pour l'égalité, l'éthique, l'équité. Moi, c'est ce que je ressentais. Puis ils n'ont pas peur de travailler. T'sais. Puis comme par exemple dans la salle des profs, parce que c'est les profs qui sont en charge de la nettoyer, la salle. Ah oui, okay. On nettoie les fenêtres, on nettoie le plancher, on change les... On n'a pas de... Comme au Japon, les enfants, ils puis les enfants, tout à fait. Ils font le ménage, ils servent les repas, ils nettoient la vaisselle, ils font tout à l'école. Et ce que ça fait, c'est que ça fait un lieu d'appartenance. Ici, tout est divisé. Fait que, tu sais, le jeune qui laisse son papier par terre, mais le concierge, il va le ramasser. Mais voyons donc! Tu sais, puis c'est sûr que c'est pas parce que tout est parfait en Chine. Là. On s'entend que, tu sais, où il y a de l'hommerie, où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, puis tu as des gens qui sont croches puis de travers. Mais il reste que j'ai participé à cette vie-là où, parce qu'en tant que prof étrangère, ils voulaient pas que je nettoie. Je dis non. On a chacun notre tour en tant que prof. Bien, moi, je prends mon tour avec les profs, là. Ils ont dit tenu pour ça? Beaucoup. Ah oui, j'imagine. Beaucoup. Je correspondais beaucoup. As-tu maintenu des liens? Est-ce que j'ai maintenu des liens avec des gens là-bas? De là-bas, non. Il y a eu une fille... Ça peut être difficile un peu. Bien, c'est parce que la distance, la langue et la distance fait... Il y en a une avec qui j'ai correspondu quand même longtemps. Puis à un moment donné, on n'a comme plus rien à se dire. Oui. Tu sais, il y a comme... Tu maintiens rien. Écoute, on va reparler de l'artiste. Là. Bon, oh non, mais il y a tellement de choses. Mon Dieu, je ne sais pas comment... Il va falloir qu'on se voit, je ne sais pas combien de fois, pour arriver à faire le tour, parce que c'est vraiment... Alors, OK. Parlons de création, parce qu'on te reçoit plutôt comme créatrice, poétesse et autrice. Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu crées, là, en ce moment? En ce moment? Oui. OK, bien en ce moment, je suis comme un petit peu en train de travailler sur un mémoire, justement, parce que je me rends compte que j'ai une expérience qui est assez vaste et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, absolument. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de faire le tour. Là, mais aussi parce que ma génération est une génération qui est un petit peu oubliée historiquement, dans le sens qu'on appartient à personne, tu sais. On parle des baby-booms, on sait de qui on parle. Oui. Moi, c'est juste après les baby-booms, puis juste avant les générations X, Y et Z. Là. Okay. Alors, ce qui fait qu'on a été comme en deux
tu sais, dans le creux d'une vallée, si on veut. Alors, je parle beaucoup je note tu sais, qui était là à l'époque. Tu sais, moi, je suis à la fin de, par exemple, Guy Camiran. Tu sais, je suis à la fin de, tu sais, Félix Leclerc. Je suis au début de, tu sais, je suis enfant quand Kennedy se fait assassiner. Tu sais, je suis celle qui a connu Barack Obama, tu sais, en tant que premier président américain, là, si on parle de l'Amérique du Nord. Mais ce que je fais aussi, j'explore, évidemment, je décris ma vie en tant que jeune ou enfant qui a été élevé dans un milieu souverainiste et qui a changé pour ne plus être souverainiste. Tout le jour où j'ai traversé le Canada, là, tu sais, je veux dire, quand on voit le pays dans lequel on vit, tu fais, attends une minute, là, c'est parce que... Tu as envie de me séparer de tout ça? Ben, c'est parce que cette richesse-là appartient à tout le monde. Ouais. Puis à l'heure qu'il est, parce que je comprenais à cette époque-là le mouvement souverainiste, parce que nos parents ont été vraiment exploités. On n'était pas maître chez nous. On n'était pas patron chez nous. Mais je pense que là, on l'est. Je pense que là, si on est pour discuter de quoi que ce soit, il faudrait que l'ensemble de la planète se tienne la main pour régler les problèmes d'environnement et qu'on laisse tomber la politicaillerie. Parce que c'est l'environnement qui prime d'abord et avant tout. Mais il faut qu'il y ait l'ouverture partout. Hein. C'est ça. Souvent, c'est un peu problématique. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, on s'est écarté encore. Des projets de création. Oui, alors donc, je fais, c'est ça. Donc, mon mémoire porte un peu sur les deux solitudes, l'anglais et le français, parce que je baigne profondément dans les deux. C'est aussi mon parcours de vie. Et puis, c'est aussi l'illustration. C'est dans un cadre académique que tu fais ça? Non, tu fais ça pour toi. Là. Moi, je suis à la retraite. Là. Moi, je fais, tu sais, j'ai publié Enseigner sur l'enseignement, qui est mon récit. Oui. C'est ici. Exactement. Ton récit sur ton expérience d'enseignant. C'est ça. Alors, grâce à Marie, qui était ça, les gens apprendraient beaucoup à te connaître aussi à travers ça, parce que tu racontes ton parcours aux éditions du CRAM. Mais seulement en enseignement. Okay. Là, ce que je suis en train d'écrire, c'est la vie personnelle, c'est aussi les rapports hommes-femmes, parce que j'ai toujours assumé ma sexualité. Tu sais, il y a des choses au niveau du hashtag MeToo, là, qui a commencé il y a quelques années. C'est sûr que, regarde, il y a des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Il y a des affaires où je fais, minute, là, on pousse la note un peu forte aussi. Tu sais, j'ai envie de dire aux hommes, faites signer des papiers aux femmes, là. On ne se lancera pas là-dedans, là. C'est parce que... Julie, là... Non, c'est ça, c'est un autre sujet. Mais c'est de tout ça dont je parle dans le mémoire. OK, wow, c'est de tout ça dont... si jamais, parce que je ne sais pas si ça va être publié, encore une fois. Mais alors, il y a ça sur quoi je suis en train d'écrire. Et je suis en train d'écrire aussi, j'ai commencé à préparer un recueil de poésie sur l'amour, mais l'amour du regard d'une femme vieillissante. OK. Ce qui est moi, là. Alors, c'est mes deux projets, en quelque sorte, puis participer à des événements. On est encore jeune pour plusieurs années, t'en fais pas. C'est ça. Puis venir au cabaret littéraire, puis venir au café littéraire, et puis mon café pot dans le West Island. Fait que je participe à des micros ouverts. On n'a pas parlé de ça non plus. Mon Dieu, il va falloir se reprendre, Julie. Parfait, regarde. Je te donne carte blanche. J'espère qu'on aura l'occasion. On va parler, parce que c'est pas moi qui décide tout ici, là, évidemment. Je vous reçois. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez profité avec autant de plaisir que moi de cette rencontre avec Julie Debelle, poétesse, autrice et femme d'expériences diverses. Puis je vous souhaite donc une belle semaine, puis je vous invite à nous revenir la semaine prochaine à Mosaïque, votre émission assez sur la télé. Alors au revoir et au plaisir. Merci Stéphane.